Bonsoir. L'Europe est-elle en état d'urgence? 2 Français sur 3 jugent l'Union européenne trop artificielle. Elle est aujourd'hui sous pression avec les naufrages de migrants en Méditerranée. Les partis d'extrême droite surfent sur l'euroscepticisme. Et pourtant, le désir d'une autre Europe reste fort. Les choses peuvent-elles changer? Place aux idées ouvre le débat sur LCP avec un invité exceptionnel, Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien qui vient de prendre la tête de l'école d'affaires internationale de Sciences Po à Paris. Il sera interrogé par nos 2 experts, Mathias Léridon de Tilder sur quelle Europe politique et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne sur l'aspect économique du problème européen. Magali Girard commentera l'enquête exclusive réalisée par Harris Interactive sur l'Europe, les Français, mais je vous propose tout d'abord, tout simplement, un portrait d'Enrico Letta. Il est signé Laura Orozman. C'est une cérémonie bien particulière en Italie. L'ancien président du Conseil transmet la cloche du gouvernement à son successeur. C'était le 22 février 2014. Enrico Letta donne difficilement les rênes du pays au tout jeune surdoué de la politique italienne, Matteo Renzi. Il s'éloigne ensuite du palais de Chigi, le siège du gouvernement. Revenons en arrière. Même lieu, même cérémonie, le 28 avril 2013. Le sortant, Mario Monti, le successeur, Enrico Letta. Appelé par le président pour sortir l'Italie de la crise politique et surtout de la crise économique dans laquelle elle s'enfonce. Le pays connaît alors sa plus longue période de récession depuis l'après-guerre. Enrico Letta a alors 48 ans, il est membre du Parti démocrate. C'est lui qui est considéré à l'époque comme le jeune de la politique italienne, mais son parcours est déjà conséquent. Ministre des Affaires européennes en 1998, de l'Industrie une année plus tard, et de 2004 à 2006, député européen. L'Europe, c'est d'ailleurs sa conviction, affichée dès son discours de politique générale. Il porto a cui il nostro viaggio è rivolto sono gli Stati Uniti d'Europa e la nostra nave si chiama democrazia. Abbiamo il diritto a un sogno che si chiama Unione Politica Europea. À la tête du gouvernement, il entame une série de réformes économiques d'abord. Simplification administrative, privatisation partielle d'entreprises étatiques, réduction fiscale, avec pour objectif la relance de la consommation. Des réformes sociétales aussi, avec l'opération Mare Nostrum, une opération lancée à la suite du drame de Lampedusa en octobre 2013. Une embarcation de 500 migrants clandestins africains fait naufrage au large de l'île italienne, 366 morts. L'objectif de cette opération militaire et humanitaire, surveiller 24 heures sur 24 la Méditerranée pour sauver le plus grand nombre possible de vies. Plusieurs navires de la marine italienne sont réquisitionnés. L'opération a un coût 1,5 million d'euros par mois. Le gouvernement prend ses responsabilités, mais ne veut pas faire sans l'Europe. L'Italia a intenzione di fare del problema un problema centrale nell'agenda nazionale ed europea dei prossimi anni. Après 10 mois de pouvoir, Enrico Letta est évincé par son propre parti politique. Son premier succès, avoir sorti l'Italie de la récession au début de l'année 2014. Il reste aujourd'hui le monsieur Europe de son pays. En février, il rencontrait d'ailleurs Jean-Claude Juncker, le nouveau président de la Commission. Un entretien pour parler du futur de l'Europe. Voilà pour ce portrait. Bienvenue à vous sur ce plateau, Enrico Letta. Alors, je tiens à préciser que lei parle perfettamente il francese. Vous parlez un français impeccable, ce qui est quand même utile pour une émission d'1 heure. Vous êtes d'accord avec ce portrait? Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir encore homme politique sur ces images en action alors que vous allez changer de vie finalement? Mais écoutez, c'est une grande opportunité que j'ai, que la France me donne, que Sciences Po me donne. Je suis ravi de cette opportunité. Je vais m'y mettre avec toute l'énergie que je pourrais faire depuis le mois de septembre. Et je pense que c'est fini avec les carrières politiques de 40 ans. Je pense que c'est une page tournée. Mais oui, mais c'est fini dans la vie d'aujourd'hui. Il faut le faire pour une période. Il faut avoir un métier. C'est essentiel. C'est pour ça que je suis ravi de cette opportunité. Pour moi, la France
C'est un rêve d'être ici, de travailler ici, donc c'est très bien. Alors ce portrait évoquait Mare Nostrum. Mathias Léridon, bonsoir. Nous revenons d'abord sur cette situation dramatique en Méditerranée. Oui, Enrico Letta, on va parler d'Europe. Il s'agit d'une mission prioritaire parce que pour nous, il est intolérable que la Méditerranée soit une mer de mort. C'est ainsi que vous aviez présenté l'opération militaire et humanitaire Mare Nostrum le 16 octobre 2013. 2 ans et demi, c'est de nouveau un chalutier de migrants qui a chaviré ce week-end avec 700 personnes à bord, entre les côtes libyennes et les côtes italiennes. Matteo Renzi s'est exprimé en déclarant, lui, que c'est un fléau dans l'histoire de notre continent et de la Méditerranée, le fléau de l'esclavagisme des êtres humains au XXIe siècle. Enrico Letta, quand on voit ces images qui apparaissent à l'écran, est-ce qu'il n'y a pas de quoi être totalement découragé de l'Europe? Oui, parce que l'on comprend que sans Europe, on a ce qu'on a vu à Lampedusa et ce qu'on a vu dimanche. C'est-à-dire, on n'est pas en condition de gérer quelque chose d'épouvantable. Parce que les dernières années ont été des années dans lesquelles les migrations ont complètement changé. On était habitué à des migrations qui étaient celles pour des motivations économiques. Et sur les migrations avec des motivations économiques, il est possible qu'il y ait des positions différentes dans les pays, des solutions différentes, des quotas ou d'autres façons. Mais quand il s'agit de réfugiés, et ça c'est le grand changement pendant les dernières années, tout ce qui s'est passé dans la Méditerranée, la Syrie, tout ce qui s'est passé naturellement avec Daesh, la Libye, Somalie, Érythrée, a fait ainsi qu'aujourd'hui la question des réfugiés est devenue la question centrale. Et alors là, c'est l'Europe, mais ce sont nos valeurs. Comment peut-on faire ainsi que nous cherchons de nous dire européens, et quand il y a des réfugiés, nous n'avons aucune attitude qui tienne en compte la particularité de leur situation. C'est pour ça qu'on a fait Mare Nostrum, c'est pour ça, je le dis très franchement, qu'il faut un Mare Nostrum européen. Mais ce n'est pas moi qui le dis parce que moi j'ai fait Mare Nostrum en Italie. Bon, j'ai lu le Financial Times, le New York Times, j'ai lu... En fait, le pape a dit quelque chose de très fort sur ces sujets-là. Comment peut-on continuer à faire ainsi que sur ce sujet réfugié, on regarde à la télévision, on reste pour quelques heures, voire quelques jours frappé, et puis on passe à la tragédie suivante. C'est pas possible. Ce problème des migrants qui est lié justement à des personnes qui sont réfugiées, donc qui ne sont pas que des migrants économiques, Matteo Renzi a appelé à des frappes ciblées en Libye militaire. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec Matteo Renzi? Et si oui, pourquoi on a trop tardé? Pourquoi l'Europe a trop tardé? Pourquoi vous aussi, vous avez tardé à prendre ces mesures qui sont des mesures à la racine du problème et non pas à l'arrivée des migrants Non, il y a deux questions qui sont différentes entre elles. La première, c'est le contrôle de la Libye. Je dis très franchement, je le dis à Paris parce que je pense qu'il faut être très franc, ce qui s'est passé en 2011 en Libye, ça a été une grande erreur, je pense. L'intervention française. Bah oui, française et britannique. Je pense que ça a été une erreur. Quand on intervient, il faut le faire en disant « what's next ?» Si on intervient sans savoir « what's next », on entre dans la situation qu'on est en train de vivre en Libye, une situation dans laquelle, pour les dernières années, il n'y a pas eu d'État, il n'y a rien eu, et la Libye a été un couloir dans lequel tout ce qui est en train de se vivre a été parcouru. Donc, le premier sujet, c'est le contrôle de la Libye. Alors, c'est un sujet qu'un pays ne peut pas faire tout seul. Ce n'est pas une question qui peut l'Italie gérer et résoudre. C'est un problème au niveau Nations Unies et Union européenne. On a cherché, on a fait des propositions, rien ne s'est passé pendant les dernières années. Donc, c'est une question qu'aujourd'hui ne peut pas être posée. Il faut que l'on décide la façon dans laquelle on contrôle, comme communauté internationale, les côtes libyennes. Deuxième question est celle de la Méditerranée. Comment faire ainsi que les réfugiés dans la Méditerranée ne puissent pas se trouver dans la situation qu'on a vécue? Et là, il faut qu'il y ait une initiative Mare Nostrum européenne. Alors ces drames à répétition, Enrico Letta souligne les faiblesses de la démocratie européenne. C'est justement le thème des premières questions posées par notre sondage
Harris Interactive, je me tourne vers vous. Bonsoir Magali Girard. Une question double qui a été posée par le sondage et qui aboutit à une sorte de paradoxe. Hein. Oui, le sondage montre le sentiment très ambigu qui existe aujourd'hui dans l'opinion à l'égard de l'Europe qui, d'une part, est perçue comme une construction artificielle par une majorité de Français, contre seulement un tiers qui estime qu'elle fait sens du point de vue des valeurs, des modes de vie. Donc, cette construction, finalement, qui regroupe en son sein des États avec leurs particularités, leurs intérêts, donne visiblement le sentiment aux Français d'avoir des difficultés à dépasser l'ensemble de ces contraintes pour faire sens. Donc, un regard critique d'une part, et de l'autre, pourtant, un besoin d'Europe. Une majorité de Français légitime le principe même de son existence. Et donc 63% estiment qu'il faudrait créer l'Union européenne aujourd'hui si elle n'existait pas. Tout se passe finalement comme si on disait oui à l'Europe, mais autrement. Oui, réaction au sondage, peut-être. Je pense que c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Oui, mais je pense que c'est exactement comme ça. Sur la question migration, on le comprend. On comprend que chaque pays ne peut pas résoudre la question des migrations tout seul. Il faut l'Europe. Mais l'Europe, comme elle était jusqu'à maintenant, je vous propose un chiffre. Mare Nostrum, l'Italie, c'était un déploiement de structures militaires, des dépenses. Triton, qui a pris la place de Mare Nostrum et qui est une initiative européenne, c'est un tiers de Mare Nostrum. Et Triton, c'est l'Europe. Ça ne marche pas comme ça. Le fait est que l'Europe donne et doit donner la possibilité de résoudre des problèmes que tout seul, on n'est pas en condition de faire. Mais si elle ne le fait pas, naturellement, les gens s'en aperçoivent. Mais Enrico Letta, vous sortez cette semaine un livre en Italie qui, en italien, s'appelle « Andare insieme, andare lontano ». C'est-à-dire un proverbe africain qui veut dire « si tu veux courir vite, fais-le seul, si tu veux aller loin ». Entoure-toi. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les pays européens courent ensemble pour aller loin? Non. On a d'un côté la perception qu'il y a un pays qui court plus rapide que les autres. Et je pense que l'Europe, mais oui, naturellement l'Allemagne, et je pense que l'Europe, c'est la plus belle définition d'Europe. Je l'ai entendue quand il y avait un député de la minorité de Hongrie dans le Parlement de Roumanie qui disait « on aime l'Europe parce que c'est une union de minorités ». On est tous des minorités et c'est la seule construction au monde qui est des minorités tous ensemble. Naturellement, il faut continuer à que ce soit une union de minorités. Donc le point central, c'est que l'Europe doit continuer à être et doit l'être plus efficace, plus concrète, mais avec cette idée qu'on est tous ensemble, parce qu'ensemble, on est en condition de résoudre des problèmes que tout seul, on n'est pas en condition de résoudre. La question de l'immigration est l'une des plus importantes, mais je pourrais en dire beaucoup d'autres. Tout seul, comment peut-on être en condition de gérer, par exemple, la présence dans le monde par rapport à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis? C'est le futur qui va nous dire que, ou bien nous sommes tout seuls, et on ne compte rien, chacun d'entre nous, ou bien tous ensemble, nous sommes en condition peut-être d'être au niveau des autres. Alors, vous dites souvent que la France et l'Italie ont une proximité culturelle, c'est celle d'être un peu européano-dépressif par rapport au projet. Mais la question que beaucoup de peuples européens se posent, c'est quoi le grand projet européen? On le voyait dans la pastille qui vous a présentée. Dans votre discours d'investiture, vous dites le port vers lequel nous devons nous conduire, vers lequel nous allons, c'est les États-Unis d'Europe. Ça veut dire que vous êtes pour une Europe fédérale, que l'Europe fédérale peut être ce grand projet européen? Moi, je pense que le futur, si on veut être concret et avoir du réalisme, c'est l'intégration des pays qui ont l'euro, des pays qui ont la même monnaie. Je pense qu'au niveau des pays qui ont la même monnaie, il faut faire une intégration, je dirais, la plus avancée possible. Et je dis ça parce que je pense qu'au niveau des 28, il est impossible de faire ça. Parce qu'il y a la Grande-Bretagne, il y a la Suède, il y a des pays qui n'accepteront jamais trop d'intégration. Il faut le faire au niveau des pays de l'Europe. C'est une Europe à plusieurs cercles. C'est une Europe à deux cercles. Avec la zone euro et une Europe avec les 28. Et je pense que là, l'initiative franco-allemande est essentielle. Si la France et l'Allemagne
prenne une initiative avec la Commission européenne pour avoir plus d'intégration dans la zone euro, je pense que ça va marcher. Et alors justement, quand on dirige l'Italie, quand on est président du Conseil des ministres italien, comment on voit cet axe franco-allemand sur lequel se construit aujourd'hui l'Europe? Est-ce on se sent en dehors de la prise de décision? On regarde ça avec envie? Comment Moi, ça j'ai se passe? toujours poussé pour que l'entente franco-allemande fonctionne. Parce que je crois qu'il faut du leadership en Europe. Et ce leadership, l'Italie est prête à participer, est prête à y être, mais ce leadership a besoin du fait qu'il n'y ait pas un seul pays leader. C'est pour ça que l'axe franco-allemand est si important. Donc moi, je continue à pousser. Quand j'ai vu l'initiative de Hollande et de Merkel sur l'Ukraine et la Russie, j'ai dit, c'est bien, c'est positif. Moi, je voudrais juste savoir, Jean-François, juste quand le président du Conseil des ministres italien, Enrico Letta, rencontre pour la première fois Angela Merkel, comment ça se passe? Bon, ça a été très amusant. Ça a été... disons, j'ai mangé mieux à l'Élysée plutôt que... Mais ça a été très amusant parce que Angela Merkel est une personnalité qui comprend, elle a absolument clair le message de Helmut Kohl, qui est le grand message. L'Allemagne ne peut pas être toute seule en leadership. L'Allemagne a besoin d'être entourée et a besoin d'être avec les autres à faire marcher les choses. Elle le sait. Elle le dit, elle cherche de le faire. C'est pour ça qu'avec Hollande, elle travaille. Puisque nous parlons de l'axe franco-allemand, nous allons entendre notre premier témoignage avec vous, Louise Dietrich, bonsoir. Bonsoir. Prenez votre micro. Alors, vous courez, d'après Enrico Letta, plus vite que les autres, c'est ça? Je ne peux pas en juger, mais je suis complètement d'accord avec Monsieur Letta. Vous êtes une jeune Allemande, 23 ans, pardon, je donne votre âge. Vous êtes née à Berlin. Vous avez grandi dans l'Allemagne réunifiée, il faut le préciser, parce que nous sommes d'une génération qui a connu une autre Allemagne, ou deux autres Allemagnes. Vous n'avez pas connu cet État. Vous avez été également stagiaire dans votre déjà courte carrière auprès d'un parlementaire allemand. Quel regard vous avez sur ce couple franco-allemand? Est-ce qu'il vous semble nécessaire? Absolument. Je pense que le couple franco-allemand a toujours été nécessaire pour l'Europe et le sera toujours. Et comme M. Letta l'a déjà dit, je pense qu'on voit maintenant que le couple franco-allemand se trouve vraiment au cœur de l'Europe, notamment depuis début 2015 avec l'intervention en Ukraine, donc le protocole de Minsk, mais aussi la crise grecque. On va y venir plus tard dans l'émission, il n'y a pas de souci. Mais ma question est la suivante, c'est qu'au fond, on voit une Allemagne qui aujourd'hui s'impatiente. On a entendu les récentes déclarations de M. Wolfgang Schäuble sur au fond, ces Français qui seraient quelque part les mauvais élèves de l'Europe. Vous, du haut de votre jeunesse, mais de votre courte expérience auprès de politiques allemands, quel est votre regard là-dessus? Nous sommes des mauvais élèves? Il y a un couple un peu inégal pour vous? Je ne dirais pas que vous êtes mauvais élève, mais certainement il y a toujours des différences ou des inégalités un peu dans un couple, mais je ne pense pas que ça va durer. Donc je trouve que l'Allemagne et la France sont plutôt à un regard égal. Et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est absolument nécessaire que la France et l'Allemagne travaillent extrêmement bien ensemble pour l'Europe et qu'ils forment vraiment le cœur de l'Union européenne afin de pouvoir suivre le chemin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un regard un peu sévère, au fond, de l'Allemagne et de certains pays du nord de l'Europe vers ces pays du sud, qui commencent dès la France et jusqu'à la Méditerranée? Un petit peu de condescendance même. Certainement, il y a un regard sévère, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir un peu un regard sévère parce que on est 28 maintenant dans l'Union européenne, donc il faut vraiment suivre des règles. Et je pense que si vraiment on s'attache à ce projet européen qui est unique dans le monde, qui doit absolument être maintenu, je pense parfois il faut être sévère, il faut poser des règles. Mais, Enrico Letta, quand on écoute cette jeune fille allemande, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir reconstruire l'Europe du XXIe siècle avec un peu de passion, ou est-ce que tout ça va être finalement beaucoup de raisons? Il faut absolument de la passion, il faut une différente narrative. Il faut que s'il n'y a pas de rêve, il n'y a rien. On ne peut pas bâtir l'Europe sur les règles. C'est pour ça que je crois que l'idée d'intégration européenne a vu, par exemple, dans l'affaire ukrainienne,
un pas en avant très important. On a compris ce que serait l'Europe et ce que risquerait d'être l'Est européen sans l'Union européenne. Je le dis dans un pays qui a eu beaucoup de soucis pour l'élargissement de l'Europe. Je me rappelle, comme tout le monde, toute la question du plombier polonais. Bien, la question ukrainienne nous fait comprendre comment cet élargissement a été stratégique. Ça a été une vision de long terme. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une série de pays qui sont complètement européens. Et ce qui s'est passé en Ukraine, si on n'avait pas fait l'élargissement, on serait dans une situation beaucoup différente. Donc je dis ça parce que nous, on est les vieux Européens, les Français, les Italiens. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire pour les jeunes des pays qui sont entrés maintenant, ce que ça veut dire pour eux, le rêve européen, et quelle serait l'Europe sans l'élargissement. Et avec ces pays-là, dans le cercle russe, ce serait, je pense, un désastre. Et ce rêve européen, et encore faut-il le partager avec les peuples européens. Vous avez été député européen pendant 3 ans. Est-ce que vous avez l'impression, en regardant avec le recul cette expérience de député européen, est-ce que vous pensez que les députés européens, que le Parlement européen a un lien direct avec les peuples européens? Est-ce que le cœur du problème n'est pas là? C'est-à-dire que ceux qui inventent l'Europe sont déconnectés des peuples européens? Oui, le vrai problème, ce n'est pas la faute du Parlement européen, des parlementaires européens. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est du fait que les États membres ne veulent céder aucun aspect de quoi? D'une souveraineté nationale. Discutons de souveraineté nationale. Le problème n'est pas de tenir une souveraineté chez nous, dans nos capitales. Elle est déjà partie avec la mondialisation. Dans un tas de domaines, on ne l'a plus, cette souveraineté, dans nos mains. La seule possibilité, c'est de la reprendre si on se met tous ensemble. Et au niveau européen, on peut. Je vous fais des exemples et je cite ce point-là qui est le décisif. La Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, je cite des pays qui sont plus grands que l'Europe et beaucoup plus grands que chacun de nos pays. Le futur sera un pays dans lequel les règles sur l'environnement, les droits du travail, le paysage, la culture, les droits de l'homme seront faites par qui? Par ces pays-là, et nous, les Européens, nous allons les prendre, ces règles, et les adapter chez nous, ou bien nous serons, parce que nous serons unis, et donc nous serons forts au niveau mondial, en condition, nous, de gérer, de négocier ces règles, parce que moi, je veux les règles de l'environnement européennes. Je ne veux pas les règles de l'environnement de tous ces autres pays. Elles sont différentes. Les règles du droit du travail. Je préfère les règles européennes. Je pense donc que notre problème est être des rule-setters ou des rule-takers. Mais ça veut dire donc de façon claire, ce que vous nous dites, c'est que par exemple sur le droit du travail, il faut qu'une règle européenne s'impose dans l'ensemble des pays européens. Non, il faut qu'au niveau européen, on soit plus unis, en condition de faire ainsi qu'au niveau mondial, il ne se passe pas des règles, et il ne passe pas des règles qui puissent être des règles qui sont contre les travailleurs. Oui, mais quand vous dites ça, Yann Nicoletta, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est une nouvelle fois un discours européen que personne ne comprend? Parce que soit on a des règles européennes qui sont harmonisées, soit on se dit on affiche des règles vis-à-vis de l'extérieur, mais si elles ne sont pas harmonisées, en fait, il y a des points d'entrée partout en Europe. Vous avez raison, mais il y a un tas de règles, un tas de droits des travailleurs européens qui sont les mêmes. On les applique de façon différente dans nos pays, mais ils sont les mêmes. Ils sont très différents de ce qu'on voit dans les pays arabes, dans le Moyen-Orient ou en Chine, en Inde. Ce sont des règles différentes. Moi, je veux nos règles. Je ne veux pas que nos travailleurs aient les règles des Chinois. Et donc, ce point est un point, de mon point de vue, décisif. Tout à l'heure, en rebondissant sur le témoignage de Louise Dietrich, que je remercie au passage, vous avez évoqué immédiatement et spontanément le cas de l'Ukraine. Et ça tombe bien, puisque Magali Girard, Harris Interactive, a posé la question sur une éventuelle intervention militaire en Ukraine. Alors, réponse ?
Alors 32% des Français soutiendraient une telle initiative quand 2/3 d'entre eux s'y opposeraient, donc une large majorité. On peut peut-être donner un élément de contexte pour comprendre ces chiffres. Il faut rappeler qu'une majorité de Français n'était pas favorable au moment où la question avait été posée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc il y avait déjà une certaine hostilité peut-être à l'égard de ce pays, mais ça reflète également sans doute la méfiance des Français, le doute qu'ils émettent quant à la capacité donc, de l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne actuellement, à apporter justement des réponses collectives dans certains domaines, qu'ils soient politiques, économiques, mais y compris dans ce cas précis, dans le domaine de la défense. Enrico Letta, l'Europe, elle a été créée sur une idée simple, plus jamais la guerre. Forcé, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, que cette idée, elle est un peu malmenée. Comment on va sortir du conflit en Ukraine ? La seule possibilité, c'est que l'Europe soit unie en tenant une position dure par rapport à la Russie. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la position française sur les navires, les bateaux de guerre. Comment s'appellent-ils les deux navires qui devaient être... Les Mistral. Les Mistral, voilà. Je pense que ça a été une démonstration de force d'un pays qui sait prendre ses responsabilités. Et je pense que, naturellement, la France paie un prix pour ça. Mais je pense que l'Europe doit faire ça, parce que c'est la seule façon d'imposer une fin de guerre et un changement de perspective dans cette situation-là. On a fait des erreurs, tous, au début. Même au niveau européen, on a fait des erreurs. J'étais au sommet de Vilnius en 2013, j'ai vu qu'on a fait quelques erreurs là. Mais maintenant, la seule position, c'est celle de faire ainsi que sur la Russie, les choses changent et ce qu'on est en train de faire. Et je répète, l'axe franco-allemand, là, a réussi. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Si vous aviez été encore en position d'être président du Conseil des ministres italien, vous seriez allé avec Angela Merkel et François Hollande parler à Vladimir Poutine ? J'aurais fait ma partie, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient le soutien des autres pays membres. Ça, c'est un peu l'idée que l'axe franco-allemand est un instrument pour rendre l'Europe plus efficace et plus concrète. Quand on parle de ce conflit, de la manière dont on va en sortir, finalement, on touche là aussi à ce qui pourrait être un abandon de souveraineté de l'Europe. Est-ce qu'il faut une diplomatie européenne ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un abandon de chacun des États européens pour avoir une position commune par rapport à l'extérieur, par rapport à la Russie, par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine ? Bon, il y a un tas de pays sur lesquels, si on est ensemble, on est en condition de gérer mieux la situation. Il y a d'autres situations dans lesquelles il est mieux que tous les autres donnent une espèce de délégation, de demande à un pays qui en sait plus. Je fais l'exemple du Mali et de la France. Ce n'est pas l'Italie qui est le know-how pour le Mali. Et donc l'Europe fonctionne si on se donne une aide réciproque et si on est en condition dans d'autres situations de faire ainsi que les pays européens cèdent un peu de souveraineté au niveau européen et on est en condition là d'être, donc je pense, plus efficace. Que faire en Ukraine ? Je me tourne vers notre deuxième témoignage ce soir. Bonsoir Anastasia Fomitchova, j'ai bien prononcé votre nom. Tout à fait, bonsoir. Merci, prenez le micro. Vous êtes une toute jeune vice-présidente de l'Association des étudiants ukrainiens de France. Vous êtes, aidez-moi, née en Ukraine. Vous avez un père russe, une mère ukrainienne, oui. Et vous êtes en France depuis l'âge de 3 ans. Tout à fait. Mais vous êtes très active sur le sol ukrainien au sujet de ce conflit. Racontez-nous. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Letta, pour votre intervention. Effectivement, depuis que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, c'est-à-dire depuis l'annexion de la Crimée, la communauté ukrainienne en France et la diaspora ukrainienne a été dans l'obligation de réagir en soutenant les Ukrainiens qui étaient donc en Ukraine. Je me suis rendue 5 fois en Ukraine depuis la Révolution, 2 fois en tant qu'observatrice pour observer les élections anticipées qui se sont tenues après la Révolution. Alors, vous m'avez dit, en préparant l'émission, que vous parliez le russe, mais pas forcément l'ukrainien, c'est ça, hein ? Tout à fait. Mais vous soutenez je suis l'Ukraine, seulement voilà. russophone et je n'ai jamais appris l'ukrainien. Il n'y a absolument aucun problème sur le fait de parler russe en Ukraine. Voilà.
c'est un cliché qui a servi, on va dire, à légitimer les propos qui ont été tenus par le Kremlin dans le cadre de l'agression de l'Ukraine. Et vous participez à une ONG qui œuvre sur le terrain, tout près de Donetsk, près du Donbass, cette région qui est au cœur de la guerre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, cette ONG qui s'appelle Cosmopolitan Project Foundation, dont je dirige les projets sur l'Ukraine, a tout d'abord envoyé des observateurs pour les élections législatives. Aujourd'hui, nous menons des actions pour soutenir les populations sur place. C'est aide aux victimes civiles, grosso modo, c'est ça, hein ? Les personnes déplacées qui fuient le conflit. J'ai une question à vous poser. On entendait à l'instant le sondage évoqué par Magali Girard. Au fond, majoritairement, personne ne veut une intervention militaire de l'Union européenne en Ukraine. Vous l'auriez souhaité, vous, tout simplement ? Alors, mais ce serait la guerre, hein ? Voilà, tout est... disons que l'Ukraine a besoin de soutien. Aujourd'hui, l'Ukraine est victime d'une agression extérieure et je considère que l'Ukraine est en Europe. L'Ukraine n'est pas seulement aux portes de l'Europe, l'Ukraine est en Europe et les Ukrainiens l'ont démontré en allant sur Maïdan et en portant dans leurs mains un drapeau européen. Je tiens à rappeler qu'il y a quand même eu 2000 personnes qui ont été victimes de l'agression qui a été menée à l'encontre des manifestants sur Maïdan. Et donc, oui, aujourd'hui, l'Union européenne doit avoir une position claire, ferme face à cette agression, comme le disait... Merci Anastasia. Il y a un débat en Europe. Est-ce que la Crimée est russe ou elle est ukrainienne ? Ça, c'est un grand sujet, naturellement, et je pense que seulement une relation entre les deux pays peut résoudre le problème. Moi, j'ai toujours pensé, naturellement, je sais que c'est très, très différent, mais j'ai toujours pensé à ce qu'on a vécu en Italie, dans le nord d'Italie. On a une partie d'Italie qui est la partie germanophone, qui était là, à la fin de la guerre, ça a été pas facile. À la fin, on a géré ça et on a là créé une situation dans laquelle une grande autonomie fait ainsi qu'ils sont italiens, mais avec une énorme forme d'autonomie. Mais naturellement, ces choses-là, on peut les discuter si on est des pays frères, si on est en guerre entre nous, c'est impossible de trouver des solutions. Donc là, le sujet ne peut être résolu que par une relation entre les deux pays. D'accord. Il y a l'Ukraine, mais il y a aussi une autre forme de conflit qui menace l'Europe, c'est le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Europe a une réponse organisée face à cette menace terroriste ? Commençons par dire que cette menace terroriste est aussi le résultat d'un autre what's next manqué. Parce qu'en Irak, il y a été, il y a quelques années, une intervention militaire très dure, mais on n'avait pas très bien clair qu'est-ce qu'on aurait dû faire après. Qu'est-ce qu'on fait après, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on intervient militairement ? Parce qu'on ne peut pas occuper pour 50 ans un pays. Il faut qu'il y ait la condition pour faire ainsi qu'après la libération, il y ait l'autonomie. Et là, les choses n'ont pas marché. Donc, premier point, c'est une autre leçon tirée de l'histoire. Deuxième point, j'ai vu que dans les derniers mois, il y a eu une intervention, une unité d'entente assez forte. J'ai vu que la France a pris ses responsabilités. J'espère que ces responsabilités soient menées à un niveau un peu plus haut. Je vois une absence de l'ONU dans ce sujet-là. Et je pense que l'Europe devrait pousser l'ONU plus à être présente là, dans une approche qui ne peut que être une approche très forte et très dure. Là, je dis, moi j'ai beaucoup apprécié le fait que c'est un aspect médiatique et culturel. La France était un des pays européens qui a obligé à ne pas parler d'État islamique. Je pense que ça a été une grande initiative parce qu'en fait, ce Daesh est plus fort médiatiquement en Europe de ce qu'il est dans le monde arabe et dans cette région du monde. Donc si on appelle ça État islamique, on fait exactement ce qu'ils veulent. Chez nous, en Italie, on en discute, mais on ne réussit pas à avoir ce point-là. Mais il y a deux grandes questions qui se posent à l'Europe. D'abord, c'est est-ce qu'on garde la libre circulation de l'espace Schengen ? Est-ce que cette menace terroriste fait qu'il faut réintroduire un contrôle aux frontières ? Est-ce que vous êtes pour ce contrôle aux frontières ? Et la deuxième question, c'est la question du niveau de liberté individuelle que les Européens sont prêts peut-être à perdre
pour pouvoir assurer la sécurité collective. Sur les deux points, la libre circulation des personnes, vous êtes pour la limiter face à cette menace terroriste? Et ce sera la dernière question de cette première partie. Non, mes deux questions sont très nettes. Je suis contre les deux questions. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, après le 11 septembre, ça n'a rien porté de bien de faire toute une discussion sur le fait qu'on cède un peu de liberté ou beaucoup de liberté pour avoir plus de sécurité. On n'a ni l'un ni l'autre. Et l'autre chose est la chose liée aux frontières. Je ne pense pas que la question soit une question liée à Schengen. La question est de comment faire ainsi que les frontières à l'extérieur de l'Europe soient en condition de... donc la frontière extérieure de l'Europe soit en condition d'être gérée. Une toute dernière question. Vous dites souvent que gouverner n'est pas commander. Aujourd'hui en Europe, Enrico Letta, on gouverne ou on commande? On risque de ne faire ni l'un ni l'autre si on continue à faire ainsi que les discussions continuent sans cesse et les citoyens ne voient pas le concret des réalisations. Ça, c'est un des points essentiels. On en parlera dans la partie plus économique, parce que ce sont des... Mais naturellement, le fait qu'on ait vécu cette grande crise a été une des raisons pour lesquelles les sondages ont chuté. Allez, moi je commande la fin de la première partie. Merci à vous, Mathias Léridon. Vous cédez votre place à Laurent Bigorgne pour parler justement d'économie. Deuxième partie de Place aux idées. Je vous rappelle notre invité, Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, aujourd'hui l'un des dirigeants de Sciences Po à Paris. Alors, l'Europe n'est-elle qu'une union monétaire et marchande? Est-elle en crise économique? C'est la question qui est posée. Il y a un sujet de préoccupation qui agite plus particulièrement la France, celui de la puissance économique presque insolente de l'Allemagne. Nous en parlions avec Louise Dietrich tout à l'heure. Regardez ce sujet, il est signé Laura Orozman et vous réagirez ensuite, Enrico Letta. Que se passe-t-il entre Angela Merkel et Alexis Tsipras? Côte à côte, ensemble, pour leur premier tête-à-tête. C'était au mois de mars à Berlin la visite du tout nouveau Premier ministre grec en Allemagne. Tapis rouge et honneur militaire pour ce qui semblait être la rencontre de l'apaisement. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένας τον άλλον και να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος τρόπος πέρα από το διάλογο. Wir möchten, dass Griechenland wirtschaftlich stark ist. Wir möchten, dass Griechenland Wachstum hat. Wir möchten vor allen Dingen, dass Griechenland aus der hohen Arbeitslosigkeit herauskommt und ganz besonders, dass die sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit überwunden werden kann. Mais malgré les apparences, il y en a des sujets de discorde entre les deux pays. Depuis le début de la crise grecque en 2010, l'Allemagne penche pour une solution radicale, rigueur économique et austérité. L'austérité, dont le peuple grec ne veut plus entendre parler, eux qui ont porté au pouvoir Alexis Tsipras, leader de la gauche radicale, élu sur la promesse de renégocier la dette du pays. Un différend plus ancien existe, il remonte à la Seconde Guerre mondiale. Berlin devrait 162 milliards d'euros à Athènes pour réparation des crimes de guerre commis par le régime nazi. Une question mise sur la table, mais vite balayée par Angela Merkel. En Europe, un certain esprit germano-sceptique s'installe. C'est en tout cas ce que révélait un sondage en 2013. 88% des Espagnols jugeaient que l'Allemagne avait pris trop de pouvoir dans le processus de décision de l'Union européenne. Suivent de près les Italiens. Ils sont 82% à le penser. Et même une majorité de Français, 56%. Pour autant, les Européens ont-ils raison de craindre une Europe trop allemande? Avec son insolente bonne santé économique, elle pèse forcément sur les décisions. Mais l'Allemagne n'est pas encore devenue l'exécutif de l'Europe. Premier contre-pouvoir, la Banque centrale européenne, qui à la faveur de la crise a su élargir ses pouvoirs. À sa tête, Mario Draghi, son surnom, Super Mario. Il ne s'est pas seulement occupé de la stabilité monétaire, mais aussi de la croissance des taux de change et de l'équilibre des budgets. Le deuxième, le Parlement européen. C'est le seul organe élu démocratiquement à l'échelle de l'Union. Et si la question de la puissance de l'Allemagne fait si peur, c'est qu'elle s'est imposée comme leader de l'Europe, faute de mieux. Parfois avec la France et le fameux couple franco-allemand. Mais notre pays souffre d'un déficit de crédibilité avec ses difficultés à tenir ses promesses, notamment sur la réduction de la dette. Reste aujourd'hui la question d'un leadership plus élargi, aux pays du sud de l'Europe par exemple.
Voilà, merci pour ce sujet, Laura Orozman. Comme quoi on peut faire des sujets tout simples et tout à fait compréhensibles sur l'Europe. À vous, Laurent Bigorgne. Oui, bonsoir. J'ai le plaisir de me trouver face à un de ces Italiens qui joue un rôle important en France désormais. Vous n'êtes pas le premier. Et ces personnalités italiennes comme Mario Monti sont toujours écoutées et entendues à Paris. On voit ce sujet sur l'Allemagne. On sait les tensions vis-à-vis de l'Allemagne en France, en Italie. Vous qui avez été dans votre pays décrit un peu comme un trait d'union entre le nord et le sud de l'Europe, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos opinions? C'est-à-dire, l'Allemagne, c'est un frein ou c'est un moteur pour l'économie européenne? L'Allemagne a été un frein quand elle a décidé de retarder des pas d'intégration européenne qui auraient été beaucoup plus décisifs si on les avait fait auparavant. L'union bancaire. Je vous fais l'exemple. C'est difficile de parler d'union bancaire à la télévision ou dans des grandes manifestations publiques parce que tout de suite, les gens pensent ça, c'est un truc que les banquiers ont inventé pour faire de l'argent contre nous, les taxpayers. Ça, c'est immédiatement l'idée que la chose... Mais la vérité, c'est que l'union bancaire qui a été faite à l'issue aussi de la poussée d'un Français, parce que c'est Michel Barnier, c'était le commissaire européen de la commission Barroso qui l'a faite, est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que, premier point, si on avait eu l'union bancaire au début de la crise, on n'aurait pas gaspillé des centaines et des centaines de milliards d'euros pour aider le sauvetage des banques. Pourquoi? Parce que l'union bancaire, c'est de la prévention. Et deuxièmement, c'est un fonds qui aide le sauvetage des banques, mais avec une grande différence de ce qui s'est passé au début de la crise. Au début de la crise, les banques ont été sauvées avec l'argent de nous, des taxpayeurs. Maintenant, ce fonds-là a été créé, l'union bancaire, avec l'argent des banques. Donc l'Allemagne était un frein sur ce dossier-là, et oui. on peut expliquer à nos autres... On a obligé l'Allemagne et la Grande-Bretagne à faire l'union bancaire. Ils ont freiné à la fin, et ça a été l'Italie, la France, l'Espagne, la Banque centrale européenne qui ont poussé. À la fin, l'Allemagne a accepté et elle a joué un grand rôle très positif. Mais si on avait fait ça il y a 3 ans, 4 ans... On s'en serait mieux porté. Ah oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut aussi présenter aux populations italiennes, françaises, européennes, l'Allemagne comme un moteur économique? En tout cas, quelle est votre vision, vous, d'homme d'État, par rapport à l'Allemagne? Je pense que l'Allemagne, sur les grands sujets industriels, est très importante. Et je pense qu'elle joue un rôle très important. Mais j'ajoute quelque chose de plus, très franchement. L'Allemagne est aussi importante quand elle demande que tous les autres tiennent leur budget, leur bilan en ordre. Ce serait quelque chose qu'on devrait faire tout seul, chez nous, par exemple. Moi, je vous dis, franchement, je ne parle pas de la France, je parle de l'Italie, qu'en ayant les règles européennes, c'est plus facile de tenir le bilan en ordre. Si on n'a pas les règles européennes, c'est très facile de dire un tas de oui. Et mon expérience, c'est que le bon politicien, le bon homme d'État, on le voit du numéro de non qu'il dit, non pas du numéro de oui qu'il dit. C'est le pouvoir de dire non. Juste avant de poursuivre, Laurent Bigorgne, vous évoquiez à l'instant les banques, et Harris Interactive, Magali Girard, a demandé aux personnes sondées quels étaient les acteurs en Europe qui détenaient le vrai pouvoir. Le résultat est un peu attendu quand même. Alors, le vrai pouvoir avec 2 ensembles qui se distinguent et clairement une répartition des pouvoirs qui apparaît déséquilibrée aux yeux des Français. D'une part, ils sont nombreux à estimer que les citoyens n'ont pas assez de pouvoir au sein de l'Union européenne, 80%. Les parlements de chaque pays européen, donc on parlait tout à l'heure de la souveraineté nationale, bien on voit ici effectivement que l'impression que les pays au sein de l'Union ne disposent pas d'assez de pouvoir est assez répandue, et dans une moindre mesure, le Parlement européen. À l'inverse, les Français estiment que la Banque centrale européenne, mais aussi la Commission européenne et surtout l'Allemagne, détiennent trop de pouvoir au sein de cette union, pour laquelle pourtant on a parfois du mal, comme vous le disiez tout à l'heure, à voir quels sont les résultats concrets, quelles sont les capacités justement à parler d'une seule voix, à prendre des décisions. Merci Magali. Allemagne, BCE, Commission. Vous n'êtes pas surpris, Laurent Bigorgne? Non, rien de très surprenant quand on regarde les choses de France, d'Italie ou même peut-être d'autres pays européens. Mais j'aimerais aussi qu'on se replace ce soir dans l'actualité du week-end à venir. Il y a un sommet très important de regroupe à Riga ce vendredi, où on sait que se joue une partie de la négociation entre les Grecs et les Européens. Vous avez dit il y a un mois, il s'agit de commencer à comprendre
que la Grèce peut sortir de la zone euro si on continue comme ça. Vous êtes aujourd'hui optimiste ou pessimiste par rapport à cette déclaration que vous avez faite il y a un mois? Je suis pessimiste. Donc la Grèce va sortir? Non, j'espère que non. Ce serait un désastre. La Grèce représente le 2% du GDP européen, de la richesse européenne. C'était comme si aux États-Unis, le Tennessee fait faillite et les États-Unis ne réussissent pas à gérer la crise du Tennessee. Alors, qui était rationnel aujourd'hui, les Grecs ou les Européens? Non, il y a un manque d'institutions parce qu'on aurait dû avoir beaucoup plus d'unité auparavant. Et le fait quelle a été la plus grande erreur européenne? Elle a été celle de ne pas comprendre l'année passée que les noms sont très importants dans la vie, dans la politique. On a sous-estimé le rôle du nom Troïka. On a continué au niveau européen, là c'est une erreur non pas italienne, on a continué à sous-estimer le fait que si en Grèce, la Troïka continuait à être celui qui gère les choses, ça aurait été impossible de faire ainsi que le peuple grec ne vote pas pour le parti qui dit « j'en veux plus de Troïka ». Et c'est ce qui a amené Tsipras à gagner. Il y a un sujet d'appellation, mais quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, on voit que Christine Lagarde, du FMI, a tiré la sonnette d'alarme, que Mario Draghi a tiré la sonnette d'alarme sur le cas grec, que même Barack Obama s'est exprimé en compagnie de Matteo Renzi lors d'une conférence de presse sur le cas grec. On sent monter une inquiétude très très forte qui dépasse de loin l'Europe. Et on sent aussi dans la presse des titres qui disent « on n'a jamais été aussi au bord du précipice s'agissant d'une sortie ». Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas un peu de garage, dire bon ben, certes c'est 2%, mais après tout on n'arrive pas à s'entendre, donc maintenant on en termine là? Ça c'est le grand risque. C'est pour ça que je dis que l'erreur a été celle l'année passée de ne pas aider le gouvernement grec à résoudre le problème à ce point-ci. On ne l'a pas aidé et la réaction des Grecs a été de voter Tsipras. Ça c'était le point. Donc maintenant je dis, franchement dit, je continue à penser que la sortie de la Grèce serait une grande erreur. Premièrement, parce que l'immédiate conséquence, c'est que les gens commencent, et les marchés commencent à penser, c'est qui le prochain qui va sortir? Deuxièmement, parce que mettez-vous dans la tête d'un investisseur à la bourse de Shanghai. Cet investisseur pense que l'euro a été en crise pour 6 années, 7 années, qu'on n'a pas trouvé une solution à la question grecque, la Grèce sort, on va avoir les élections britanniques, et peut-être les Britanniques vont sortir aussi, mais qu'est-ce qui reste de l'Europe? C'est la dégringolade finale. Alors je pense qu'on doit exactement donner l'idée opposée de ça. Comment est-ce que les Grecs vivent cette situation? Je me tourne vers vous, Modestos Siotos. Bonsoir, prenez le micro. Vous êtes de nationalité grecque, âgé de 26 ans, vous êtes un jeune journaliste, vous avez étudié à Paris 1, voilà pour le portrait robot. Je précise que vous êtes proche, vous l'évoquiez à l'instant, Enrico Letta, des idées de Syriza, le parti au pouvoir incarné par Alexis Tsipras. Cette crise grecque, vous l'avez vécue de plein fouet. Les Grecs ont envie de sortir ou pas? Ce n'est pas une question de sortir ou pas, c'est une question de donner une solution à ce qui se passe en Grèce. Et apparemment, les deux partis au pouvoir, le Parti socialiste, le Parti conservateur, comme le Parti socialiste et le Parti conservateur en France, même en Italie, même en Espagne, n'ont pas réussi à donner une solution parce que ces deux partis qui ont construit l'Europe de telle façon comme on les connaît depuis les années 50. Donc, autour de cette période, ils ont construit une Europe qui ne soutient pas la population grecque. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste les troïkas, c'est en fait tout un système de corruption construit autour de deux partis et qui a mené le peuple grec à voter un parti qui n'était pas au pouvoir, mais qui n'est pas extrémiste parce qu'il veut l'Europe. J'ai envie de poser la question, à qui la faute en Grèce? Vous évoquez la corruption, les partis au pouvoir. Est-ce qu'au fond, il y aurait, on l'a vu dans de différents reportages, des habitudes, peut-être des Grecs eux-mêmes à être moins regardants sur l'impôt, sur la vie en communauté? Est-ce que tout le monde est responsable ou est-ce qu'il y a vraiment les partis au pouvoir et les victimes du peuple grec? Le peuple ne gouverne pas, non? C'est les dirigeants qui gouvernent.
Alors, il faut des dirigeants, mais notamment des dirigeants après les années 90 qui ont construit partout en Europe un système, à mon avis, qui est lié à la corruption entre les systèmes financiers, la classe dirigeante politique, et dans un moment, il faut montrer les coupables. Un dernier mot, Syriza a-t-il vendu du rêve? Il y a une forme de déception aujourd'hui. Monsieur Tsipras, malheureusement, rentre dans le rang, j'imagine. Pourquoi vous disiez des déceptions? Je ne comprends pas, il n'y a pas de déception. Et il y a une lutte, et dans une lutte, on lutte. Merci à vous, Modesto. Merci à vous. On va revenir sur le cas de M. Tsipras, et puis ensuite on avancera, parce que là on parle beaucoup de la crise, il faut parler des sorties de crise de l'Europe, parce qu'il y a aussi des solutions. Mais vous avez été, vous, choqué en tant qu'ancien président du Conseil, Premier ministre, au fond, d'un grand gouvernement de l'Union européenne, de voir par exemple M. Tsipras choisir Poutine plutôt que Bruxelles, ou en tout cas faire ce geste en direction de la Russie au moment même où la discussion, c'est celle des sanctions vis-à-vis de la Russie. Comment vous avez interprété ce geste? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très intelligent, franchement dit. Ce n'est pas très intelligent. Parce que il faut parler des choses comme elles sont. La Grèce a eu et a aujourd'hui des conditions pour la dette de la Grèce qui sont des conditions les plus favorables. C'est très difficile d'imaginer des conditions encore plus favorables que ça. Donc le vrai problème n'est pas de menacer les Européens en disant « je vais avec Poutine ». Ça, c'est un geste qui est, je pense, très peu responsable. Le problème est de faire ainsi que toutes les parties fassent un pas. On a eu l'impression, non pas de Tsipras, je suis très franc sur ça, j'ai vu Tsipras plus actif à la recherche, mais franchement dit, le ministre Varoufakis a dit pendant des mois et des mois des choses qui n'étaient absolument pas tolérables. Et aussi le fait que la réaction soit la demande que l'Allemagne paie 260, je ne sais pas combien, milliards d'euros pour la guerre. Je ne pense pas que ce soit ça la façon de résoudre le problème. Le problème est un problème dans lequel il faut que chacune des parties fasse un pas. L'Europe en a fait beaucoup, est en train d'en faire beaucoup. Il ne faut pas que la Grèce ne comprenne pas qu'à un certain moment, les choses peuvent claquer. Et si elles claquent, c'est le mal de l'Europe, mais je voudrais être très clair. Si la Grèce sort de l'euro et de l'Union européenne, la situation d'aujourd'hui serait le paradis par rapport à ce qui se passerait. Parce que l'idée que la Grèce aurait une dévaluation et tout serait, la solution serait trouvée, c'est pas ça la réalité. Ce serait le désastre pour la Grèce. Est-ce que c'est facile de demander à la Grèce de faire plus d'efforts quand vous voyez des grands pays comme par exemple la France, qui eux-mêmes rechignent à fournir l'effort ou qui donnent le sentiment de réformer mais de façon un peu modérée. Vous-même, vous avez eu à gérer en Italie une situation sous contrainte. Et on a fait un tas de coupes pour gérer cette situation. Vous avez le sentiment que la France en fait assez? Vous avez le sentiment que la France montre l'exemple ou pas? J'ai le sentiment que la France, sur le cas européen, a un tas d'atouts et cherche d'employer ces atouts. C'est pas exactement ma question. Non, elle cherche de les employer pour faire quoi? Pour faire des réformes. On voit qu'on discute de réformes ici. Mais vous qui avez l'expérience de ces réformes, vous en avez conduit au pas de charge. Elles sont difficiles à faire. Je sais très bien qu'elles sont très difficiles à faire. J'ai vu ici aussi la difficulté dans l'approbation de quelques-unes de ces réformes. La loi Macron, par exemple, qui est, de mon point de vue, un bon pas en avant. Il faut en faire. Est-ce que nous manquons d'audace, au fond, c'est la question qui est posée. Est-ce que nous manquons d'audace, nous, en France? Est-ce que nous sommes audacieux, de courage? Écoutez, je ne sais pas à moi de donner des jugements sur ce point-là. Je pense que le vrai courage et la vraie audace, la France devrait le mettre en demandant qu'il y ait plus d'Europe. Ce que dans le passé, on a eu cette idée que la France était plutôt souverainiste dans quelques attitudes. Je pense qu'il faut être très attentif sur cela, parce que si l'on donne l'idée aux gens qu'on a le drapeau, et avec le drapeau on résout tous les problèmes, c'est pas ça. Il y a un tas de problèmes qu'il faut résoudre ensemble, pas avec le drapeau. Alors justement, on a des conditions maintenant qui sont meilleures, grâce à un Italien d'ailleurs. On a un euro qui doit soutenir la croissance. On paye l'énergie pour l'instant très peu cher, compte tenu de la baisse des prix du pétrole. On a des taux très bas, donc on peut au fond s'endetter pour investir. Qu'est-ce qui manque pour que la croissance revienne de façon forte
dans des économies comme l'économie italienne ou l'économie française, selon vous? Où sont nos moteurs de croissance? Moi, je pense, premièrement, il faut que ce grand plan d'investissement que Juncker a créé fonctionne. Parce que c'est la bonne idée. Une idée d'avoir un plan de 300 milliards d'euros. Avec beaucoup d'argent recyclé, enfin, il y a peu d'argent neuf. Le début n'est pas le bon début, franchement dit. Il faut que la chose se redresse d'une façon beaucoup plus positive de ce que... Deuxième point, il faut comprendre que, je fais l'exemple des télécoms, de la compétitivité de l'industrie. Aux États-Unis, on a 4, en Chine, on a 4 opérateurs. En Europe, on est 70 opérateurs de télécom, avec une dimension qui est beaucoup plus petite que celle que les Chinois et les Américains ont. Pourquoi? Parce qu'on a une application des lois de compétition au niveau européen qui oblige à fragmenter. Alors, je pense, mais je dis ça semble simple. Donc vous mettez en cause la doctrine européenne de la concurrence? Oui, je pense qu'il faut pousser des fusions cross-borders, transfrontalières. Je pense que c'est décisif. Entre des business européens? Oui, des compagnies qui sont dans un pays, qui se fusionnent avec des compagnies qui sont dans un autre pays. Là, le problème, c'est des politiciens, des médias, des syndicats et des associations d'entrepreneurs qui, quand quelque chose de ce genre-là se passe, commencent à dire « ils nous envahissent ». Mais ce n'est pas ça. Il y a, je pense par exemple, ça a été EADS. Ça a été un des grands choix au niveau européen. Et je pense que l'Italie a fait une erreur dans les années 90 à ne pas entrer dans Airbus et tout ça. Il faut faire un tas d'Airbus européens. On en a fait, nous et les Espagnols, un sur l'énergie qui a bien marché, Enel, Endesa. Il faut en faire de plus. Mais l'Italie, par exemple, il y a le programme européen que vous soulignez en droit de la concurrence, qui peut empêcher ces grands rapprochements. Il y a aussi des problèmes culturels. On l'a vu, par exemple, entre Alitalia et Air France. C'est deux compagnies qui auraient très bien pu se marier à un moment ou à un autre, et puis ça a été très difficile au final. Oui, ça a été difficile parce qu'elles étaient toutes les deux en difficulté, Alitalia plus que Air France, mais donc la chose n'a pas marché pour... Vous pensez que les Européens seraient prêts à davantage de rapprochement? Parce que dans un rapprochement, il y a toujours quelqu'un qui est mangé ou qui est avalé. Ils ne sont pas prêts, mais franchement dit, comme consommateur, moi je préfère qu'il y ait un groupe franco-italien ou franco-espagnol ou italien-espagnol, s'il me donne de bons services. Ça vous convient finalement? Pardon? Le mariage Nokia-Alcatel-Le Sen, ça vous convient? Je pense que oui, il faut qu'il y ait des petites entreprises, mais il faut qu'il y en ait quelques-unes très grandes, parce que sinon, le Chinois et l'Américain vont nous manger les entreprises moyennes. Vous parliez de l'Espagne à l'instant. Dernier témoignage de cette émission. Avec vous, Sergio Crespo-Gines, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous pouvez prononcer votre nom comme Sergio, c'est ça. Oui. Alors vous êtes citoyen espagnol et vous avez fait le choix de partir et de travailler au sein de l'Union. Et vous travaillez dans une banque à vocation agricole, enfin au Crédit Agricole, disons-le, grande banque française. L'Espagne est confrontée à des difficultés économiques, c'est pour ça que vous êtes parti? Oui, bien sûr. Je voudrais dire que je ne suis pas sorti parce que c'était un choix, c'était vraiment exilé, c'est-à-dire dans le sens qu'il faut chercher d'abord parce que chez nous, il n'y a rien. Donc voilà, bien sûr, en Espagne, il y a une situation très mauvaise. C'est vrai qu'en 2015, il y a des choses qui ça commence à bouger, c'est plus dynamique, mais c'est vrai que ça reste une situation très mauvaise dans le sens qu'il y a 6 millions de personnes pauvres. Et quand on parle des pauvres, on parle de pauvreté extrême. Et aussi 23% des chômages. Et en général, la France, il reste en 10%. Et déjà, les 10% pour la France, c'est catastrophique. Avant la crise, c'est passé des 7 à 10. Et nous, on est passé des 8 avant la crise à 23. Donc, 50% aussi pour les chômages. Et vraiment, ça reste... très mauvais la crise. Je voulais vous poser une question, Monsieur Ricoletta, par rapport, parce qu'il faut pas oublier que derrière cette politique, il y a des idéologies. C'est très politique d'austérité extrême que vivent les pays du Sud, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Il y a vraiment des idéologies derrière. Est-ce que vous pensez que la politique en général, les politiciens, comme par exemple Silvio Berlusconi ou chez nous Rajoy, qui laissent comme ça, ils sont vraiment à côté des citoyens en général? Ça, écoutez, moi j'ai été éduqué à une idée de la politique et de la démocratie que quand vous êtes élu par les gens, vous êtes proche des gens. Si vous n'êtes pas élu, naturellement, vous n'êtes pas proche des gens. Donc je pense que le problème
aujourd'hui, c'est plutôt au niveau européen qu'au niveau national. C'est-à-dire que la situation qu'on a vécue en Espagne, qui est pareille à celle qu'on a vécue en Italie, sur le grand sujet que vous évoquiez, et vous avez totalement raison, la question clé, c'est le chômage des jeunes. Dans nos deux pays, le chômage des jeunes est arrivé à dépasser le 40 et le 50%. C'est intolérable. C'est impossible parce que c'est l'espoir qui s'effondre et il n'y a pas de solution. Là, il faut qu'on fasse des choses au niveau national, mais la croissance et ces aspects sociaux-là doivent trouver aussi des réponses européennes qu'on n'a pas données. Moi, je me rappelle toute la discussion qu'on a eue sur la garantie des jeunes, la Youth Guarantee. C'était une grande tentative de donner une réponse au niveau européen. Première erreur, on ne peut pas appeler garantie une chose qui n'est pas une garantie. Quand je parle de garantie, garantie, ça veut dire une chose qui est sûre. Alors, je te donne un travail, c'est sûr, mais si c'est une initiative pour aider, c'est pas sûr. Alors, les gens, à la fin de tout ça, voient le boomerang et ils disent, bon, ben, alors ça a été un boomerang. Alors là, il faudrait quelque chose de plus. Moi, je dis, premier, il faut une assurance contre le chômage au niveau européen. Ça, c'est une question dont on a parlé. On n'a rien fait encore, mais ce serait très positif s'il y avait un petit drapeau européen. Le chômeur, non pas celui de longue durée, mais celui qui est au chômage pour les crises industrielles, il voit que l'Europe l'aide. Deuxième, je pense... Sur cette assurance chômage, clairement, c'est un modèle qu'on a déjà discuté à Paris, à Bruxelles, avec un risque, c'est qu'il soit essentiellement payé par l'Allemagne au profit des chômeurs des pays du Sud, français, italiens, espagnols. Dans une période, mais l'Allemagne, au début des années 2000, était dans une condition qui était totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Elle aurait profité de quelque chose de ce genre-là. Il faut considérer les choses de cette façon-là. La deuxième proposition, il faut qu'il y ait une Europe capable de parler aux jeunes. Une Europe des opportunités, comme c'était l'Europe de quand Delors avait lancé les 4 libertés. Et donc on avait toute une série d'opportunités. L'Europe était vue comme l'opportunité. Quelle est ma proposition? Très simple. Dans nos foyers, dans nos dîners le soir, que ce soit à Pise, dans ma ville, ou que ce soit à Barcelone, ou que ce soit à Dublin, on parle aujourd'hui de l'Europe en termes négatifs, comme quelque chose qui nous donne des règles, des obligations et tout ça. Il faut en parler comme opportunité. Comment? Par exemple, il faut donner la possibilité aux familles de faire un Erasmus aux enfants de 16, 17, 18 ans. À tous les enfants, à tous les étudiants qui ont cet âge-là. Une possibilité de faire ainsi qu'ils puissent, dès qu'ils ont, dans la phase finale de leur activité scolaire, ils puissent passer un bout de temps payé par une activité commune européenne dans un autre pays, apprendre une autre langue, faire une autre expérience. Je pense que ce serait très bien si dans nos familles, on parlait de cette opportunité. Pensez-vous qu'il y a un tas de familles françaises, j'en suis sûr, qui passent le mois d'avril ou de mai à discuter entre eux, les parents, à dire où est-ce qu'on a l'argent pour envoyer notre enfant, notre fils, faire un stage de 1 semaine, apprendre l'anglais à Londres ou pas? Si c'était l'Europe à faire ça. Globalement, donc, vous nous dites plus d'investissement, en tout cas plus d'argent pour investir, le plan Juncker, des dispositifs, typiquement l'assurance chômage ou une capacité à faire, au fond, voyager des jeunes, même un peu plus jeunes que ce que fait Erasmus en ce moment. Comment on finance? On demande aux États de mettre davantage? On crée un impôt européen? Comment vous voyez les choses? Je pense que la seule chose possible, c'est ce que Draghi a commencé à faire. C'est-à-dire il faut faire ainsi qu'il y ait une mutualisation de la dette et qu'à partir de cette mutualisation, il y ait des eurobonds qui soient en condition de financer tout ça. Je ne vois rien d'autre, parce que sinon on continue à faire des choses qui sont des mots et ça risque d'être comme le plan Juncker. Le grand risque, c'est on prend de l'argent qui était employé pour d'autres choses et on le met là. Donc ça ne marche pas. On va convaincre ensemble les Allemands de créer des oui, eurobonds. mais c'est toujours comme ça. Ce sera le mot de la fin. Juste une précision, vous êtes quand même euro-optimiste, Enrico Letta? Absolument, absolument. Euro-optimiste, je pense que c'est notre futur. Je voudrais que nos enfants vivent dans une Europe plus unie. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Andare insieme, andare lontano, chez Mondadori. C'est écrit publié en italien. Je suppose qu'une traduction
française va peut-être venir. Merci à vous, Enrico Letta, d'avoir été notre invité pour mieux comprendre cette Europe source de polémique, mais aussi d'espérance. Merci à vous, Mathias Léridon, Laurent Bigorgne, Magali Girard, ainsi qu'à toute l'équipe qui aura permis de réaliser Place aux idées sur LCP. Nous aurons le plaisir de vous retrouver au mois de juin pour l'ultime émission de la saison de Place aux idées sur la chaîne parlementaire. Merci à vous.